Il y a une phrase que mon père répétait depuis que j'avais l'âge de comprendre les mots. Samuel, l'éducation, c'est la seule richesse qu'on ne peut pas te voler. Il la disait le matin, en buvant son café noir sucré avec trop de sucre. Il la disait le soir, quand il rentrait avec les mains abîmées par les outils. Il la disait les jours où il n'y avait pas grand-chose à manger, comme pour compenser le vide de l'assiette avec la promesse d'un avenir plein. Mon père s'appelait Théodore. Il réparait des climatiseurs dans les immeubles des autres. Ma mère, Grace, vendait des beignets et du jus de gingembre devant l'école primaire du quartier. Deux personnes qui se levaient avant le soleil et se couchaient après lui, pour que moi je puisse étudier. Je m'appelle Samuel Béat. Et cette histoire, c'est celle d'un homme qui a tout eu et tout perdu en même temps. Le Canada, je l'avais imaginé des milliers de fois avant d'y mettre les pieds. Dans mes rêves d'adolescent, c'était simple, une ville propre, du travail pour ceux qui méritent, des routes où l'honnêteté paye. Je m'étais construit une image si précise, si solide, que quand l'avion avait décollé, j'avais regardé par le hublot et pensé, je vais revenir différent. Je vais revenir grand. Mes parents avaient tout mis dedans. Le billet, le premier loyer, les livres. Ma mère avait vendu ses bijoux de mariage, 2 petits bracelets en or qu'elle portait depuis ses noces sans me le dire. C'est ma petite sœur qui me l'avait appris, longtemps après. Ce jour-là, j'avais pleuré dans les toilettes de ma chambre d'étudiant, seul, sans que personne ne le sache. Ça m'avait donné une rage propre, une rage utile. La rage de ceux qui ne peuvent pas se permettre d'échouer. À l'université de Montréal, je devins rapidement connu. Pas pour mon style. Pas pour mon argent, j'en avais très peu. Mais pour mes résultats. Je finissais régulièrement dans les 5 premiers de ma promotion, sur plus de 100 000 étudiants. Les professeurs citaient mon nom dans les amphis. Des camarades que je connaissais à peine m'arrêtaient dans les couloirs pour me demander des conseils sur les examens. Je ne sortais pas. Pendant que les autres fêtaient chaque vendredi dans les bars du centre-ville, moi j'étais dans ma chambre de 9 mètres carrés avec une tasse de café refroidi et mes cours ouverts sur la table. Je n'en souffrais pas. C'était mon choix, mon échange, aujourd'hui la discipline, demain la liberté. Les nuits de neige, quand les fenêtres gelaient et que le radiateur sifflait bizarrement, je regardais les flocons tomber et je murmurais pour moi-même, un jour, papa et maman ne manqueront plus de rien. C'était ma prière. Ma seule prière. Le grand jour arriva en juin. La salle de cérémonie sentait le bois ciré et le parfum des familles endimanchées. Des centaines d'étudiants en toge noire attendaient leur nom. Quand le microphone cracha le mien, Samuel Béat, mention très honorable avec les félicitations du jury, la salle applaudit fort, vraiment fort. Quelqu'un cria quelque chose que je n'entendis pas. Je montai les marches, pris le diplôme des mains du doyen, et je sentis mes jambes trembler légèrement sous ma toge. Ce soir-là, je l'appelais en vidéo. Mon père décrocha. Derrière lui, j'entendis ma mère qui s'approchait. Je levai le diplôme vers la caméra sans dire un mot. Mon père resta silencieux 3 secondes. Puis ses yeux se remplirent d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Pas des larmes, quelque chose de plus profond. Une fierté qui venait de loin, qui remontait de toutes ces nuits sans dormir, de tous ces sacrifices tus. Mon fils, dit-il. 2 mots. Juste ça. Mais la façon dont il les dit m'en communiqua 1000 autres. Ma mère, derrière lui, portait la main à sa bouche. Dieu est grand, répéta-t-elle. Dieu est grand, Dieu est grand. Je riais et je pleurais en même temps, seul dans ma chambre, avec le diplôme dans une main et le téléphone dans l'autre. Puis mon père reprit son souffle, et dit avec son sérieux d'homme de terrain, maintenant, trouve du travail. Montre-leur ce que tu vaux. Oui, papa. Vous verrez. Vous ne manquerez plus jamais de rien. Cette nuit-là, je regardais mon diplôme longtemps avant de m'endormir. Ce n'était pas du papier. C'était la preuve physique que les sacrifices de ma famille n'avaient pas été gaspillés. Je ne savais pas encore que le monde de l'emploi allait me réapprendre l'humilité d'une façon que personne ne m'avait préparé à recevoir. Le lendemain, je me mis au travail. Pas un emploi à la recherche d'un emploi, ce qui est un travail en soi, épuisant, invisible, et non rémunéré. Je confectionnais un CV que je relus 20 fois. Je rédigeais des lettres de motivation adaptées pour chaque poste banque, cabinet comptable, société de gestion financière. Je les envoyais par dizaines, proprement, avec les bons mots, les bons titres, les bonnes formules de politesse. Et j'attendis. Les jours passèrent. 1 semaine.
2 semaines. 1 mois. Le silence des boîtes mail est une chose particulière. Il ne ressemble pas au silence de la neige ou au silence du matin. Il ressemble au silence de quelqu'un qui vous regarde sans vous voir. Je commençais à me présenter en personne. Je mis ma plus belle chemise, celle que je gardais pour les grandes occasions. Je me coiffais soigneusement. Je souriais aux réceptionnistes, je remerciais les standardistes, je laissais mes dossiers avec une carte de visite que j'avais fait imprimer à mes frais. Partout, les mêmes phrases. Votre profil est très intéressant. On vous recontactera. Le poste est pourvu. Et le lendemain, ces mêmes postes réapparaissaient sur les sites d'emploi. Je compris progressivement ce que personne ne dit à voix haute dans les discours de remise de diplôme, le mérite ouvre des portes dans les amphithéâtres. Dans les bureaux, il y a d'autres règles. Un après-midi, après une longue journée de candidatures refusées, je me retrouvais dans le bureau d'un directeur d'une société financière du centre-ville. L'homme était soigné, chemise blanche, cravate bordeaux, bureau en verre fumé. Il lut mon dossier lentement, hocha la tête plusieurs fois. « Vos résultats sont remarquables », dit-il enfin. Je le remerciai. Mais ici, l'entrée fonctionne autrement. Il y a ce qu'on appelle une contribution. Je fronçai les sourcils. Une contribution ? De l'argent. Vous me donnez une somme, je présente votre dossier au directeur général en vous recommandant personnellement. C'est simple. Je restai silencieux un moment. Puis je dis, aussi calmement que je pus, je cherche du travail précisément parce que je n'ai pas d'argent. Et je n'ai pas de réseau ici. C'est pour ça que je postule. Il haussa les épaules avec la légèreté de celui pour qui cette conversation était banale. C'est comme ça que ça marche. Pas d'argent, pas de poste. Je me levai. Je repris mon dossier. Je sortis. Dehors, dans l'air froid de la rue, je restai debout quelques secondes sans bouger. Quelque chose s'était éteint en moi. Pas l'espoir entier, juste une couche de lui. Une couche naïve, celle qui croyait que le monde était construit pour récompenser le travail honnête. Les semaines suivantes, je pris 2 emplois alimentaires. Livreur à vélo le matin, serveur dans un restaurant le soir. Mes journées n'avaient plus de bord, elles commençaient dans le noir et finissaient dans le noir. Je rentrais les mains glacées, les épaules basses, l'odeur de cuisine froide dans les vêtements. Je m'asseyais sur mon lit, j'ouvrais Instagram, et je regardais les visages de mes anciens camarades. Des photos dans des bureaux propres, des costumes neufs, des légendes souriantes. Nouvelle vie, nouveau chapitre. Dieu est grand. Je les connaissais, certains d'entre eux. Je savais que j'avais de meilleures notes. Je savais qu'à l'examen de fiscalité, c'était moi qui leur avais expliqué les concepts qu'ils ne comprenaient pas. Je ne comprenais pas ce qui me séparait d'eux. Je ne savais pas encore que ce n'était pas une question de mérite. Mes parents appelaient tous les soirs. Alors, Samuel. Du nouveau. Et chaque soir, je mentais doucement. Ça avance, papa. Il faut juste être patient. Je ne pouvais pas leur dire la vérité. Pas parce que j'avais honte, parce que ça m'était impossible de leur faire porter ça. Ces gens qui avaient vendu des bijoux de mariage pour payer mon billet d'avion ne méritaient pas de savoir que leur fils livrait des pizzas dans le froid à minuit. Et puis un jour, un matin de décembre avec une neige lourde et basse, je sonnai à une villa du quartier résidentiel de Westmount. Grande porte, allée de cèdre, voiture de sport sous un auvent. La porte s'ouvrit. Je restai sans voix. Maxime Esso. Un visage que je reconnus immédiatement à un visage que je n'avais pas vu depuis la fin de l'université. Maxime, qui en première année de finance avait failli rater ses examens. Maxime, à qui j'avais expliqué 3 fois la même chose sur les marchés dérivés parce qu'il ne comprenait pas. Maxime, qui à l'époque empruntait des stylos et mangeait mes chips à la cafétéria. Là, devant moi, costume sur mesure, montre épaisse au poignet, sourire détendu de celui qui n'a plus de raison d'être tendu. Samuel ? Mon frère. Il sourit. Sincèrement, je crois. Il écarta les bras. Je tenais ma sacoche de livraison. Je le regardais. Et dans ce regard, il y avait des choses que je ne pouvais pas nommer. On parla quelques minutes dans l'embrasure. Il me dit qu'il travaillait comme ingénieur financier dans une grande société. La vie a bien tourné, tu sais. Il faut juste trouver les bonnes portes. Je lui demandai comment il avait fait. Il répondit vaguement à les bonnes rencontres, les bons moments,
la chance qui sourit. Puis il tapota mon épaule. T'inquiète pas, je vais garder ton numéro. Si je vois quelque chose qui te correspond, je t'appelle. Je repartis à vélo dans la neige, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Enfin quelqu'un. Enfin une main tendue. Je rafraîchis mes messages toutes les 10 minutes pendant 3 semaines. Rien. Puis 3 semaines devinrent 6 semaines. 6 semaines devinrent 3 mois. Et 3 mois de silence finissent par dire quelque chose sans utiliser de mots. Je cessai d'attendre. Je repris mes 2 emplois. Je continuais à mentir à mes parents. Je continuais à regarder la neige tomber de ma fenêtre le soir en me demandant si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais raté quelque chose d'essentiel, si quelqu'un quelque part avait décidé que des gens comme moi devaient juste se contenter de moi. Et puis un soir, alors que je rentrais épuisé, les chaussures mouillées, le dos cassé par les livraisons, mon téléphone sonna. Maxime. Sa voix était enjouée, chaleureuse. Samuel, j'ai pensé à toi. Il y a une boîte sérieuse qui cherche un analyste financier. Mon ami recrute là-bas. Tu es attendu demain matin, 9 h. C'est ta chance. Je restai silencieux quelques secondes. Puis je dis merci. Un merci sincère, un merci plein. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je repassai ma chemise 2 fois. Je cirai mes chaussures. Je relis mes notes de cours pour ne pas rouiller. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais quelque chose que je n'avais plus eu depuis des mois. De l'espoir. Le lendemain matin, l'immeuble était exactement ce que j'avais imaginé dans mes rêves d'étudiant. Grande façade de verre, logo doré à l'entrée, employé qui marchait vite avec des cafés à la main. Je montai au 4e étage. Je m'assis dans la salle d'attente, dos droit, dossier sur les genoux. L'homme qui me reçut s'appelait Monsieur Lorne. 45 ans peut-être, costume gris, parfum discret, regard posé. Il me serra la main avec une poignée ferme. L'entretien commença. Pendant 40 minutes, je répondis à tout. Les marchés dérivés, la gestion des risques, les modèles d'évaluation d'actifs, les récentes réformes fiscales. Je répondis avec précision, avec des exemples concrets, en citant les bons auteurs. Je vis dans ses yeux qu'il était impressionné, cette chose dans le regard de quelqu'un qui reçoit une réponse meilleure qu'il n'attendait. Votre profil est excellent, dit-il à la fin. Vous êtes intelligent, compétent, rigoureux. Exactement ce qu'on cherche. Je sentis quelque chose se réchauffer dans ma poitrine. Le poste est à 5 000 $ par mois, avec révision à 6 mois. Je hochai la tête, le cœur battant. Mais il y a une condition. Je pensais, une période d'essai. Un test supplémentaire. Une vérification de référence. L'homme me regarda droit dans les yeux. Ce soir, vous venez chez moi. Le temps s'arrêta. Je restai immobile. Je ne compris pas tout de suite. Puis je compris. Pardon, dis-je. Vous m'avez entendu, répondit-il calmement. Si vous voulez ce poste, vous venez ce soir. Sinon, on s'arrête là. Je me levai. Mes jambes tremblaient légèrement mais ma voix sortit stable. Je ne peux pas accepter ça. Il haussa les épaules, comme si je venais de refuser un café. Alors la porte est là. Dans la rue, le froid me frappa comme une gifle. Je marchais sans savoir où j'allais. Je sortis mon téléphone, appelai Maxime. Il décrocha à la 2e sonnerie. Ton ami m'a proposé de coucher avec lui pour avoir le poste, dis-je. Un silence. Puis Maxime dit, d'une voix tout à fait normale, oui, c'est lui. C'est comme ça que ça marche dans ce milieu-là. Tout le monde passe par là au début. Je serrai le téléphone fort. Je ne ferai jamais ça. Samuel, réfléchis. 5 000 $ de départ, ça monte vite ensuite. Dans 2 ans, tu peux être à 20 000. Pour une nuit. Je raccrochai. Je continuais à marcher sous la neige sans mettre mes mains dans mes poches. Le froid sur mes doigts me faisait du bien, quelque chose de réel, de simple, de propre. Je m'assis sur un banc dans un parc, les yeux sur les flocons. Autour de moi, les gens marchaient vite avec leurs manteaux fermés. Personne ne me regardait. Je n'étais personne. Mon téléphone sonna. Mon père. Je le laissai sonner. Il rappela. Je décrochai. Comment s'est passé l'entretien?
Sa voix était impatiente, pleine d'attente. Ils m'ont proposé $5 000, mais... Il m'interrompit. $5 000. Samuel, tu sais ce que c'est, $5 000 ici? Ta mère peut soigner ses genoux, on peut rembourser les dettes du terrain. Papa. Ils ont posé des conditions. Des conditions que je ne peux pas accepter. Un silence. Quel genre de conditions? Je ne répondis pas directement. Des choses contre ma dignité. Mon père resta silencieux longtemps. Puis il dit, et chaque mot tomba comme une pierre dans de l'eau, Samuel, la dignité ne nourrit personne. La dignité ne paye pas les médicaments de ta mère. Ne fais pas l'enfant. Tu n'es plus chez toi. Tu es au Canada. Là-bas, les règles sont différentes. Le téléphone raccrocha. Je restai assis dans le parc. La neige continuait de tomber. Pour la première fois depuis que j'étais arrivé ici, je me sentis complètement seul. Pas seul géographiquement, seul autrement. De cette solitude qui arrive quand vous réalisez que les gens que vous aimez le plus au monde ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, et que vous ne pouvez pas le leur en vouloir. Je regardais mon diplôme, je l'avais dans mon dossier, j'avais l'habitude de le porter pour les entretiens, comme un talisman. Je le sortis. Je le regardais. Samuel B.A. Mention très honorable. Et je murmurais, tout seul dans le froid, alors c'est ça, le prix. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je tournais dans ma chambre. Je regardais le plafond. Je pensais à ma mère debout avant l'aube pour faire frire des beignets. À mon père qui rentrait les mains abîmées et souriait quand même. À ma petite sœur qui m'avait dit des mois plus tard, sans savoir ce qu'elle me donnait, que ma mère avait vendu ses bracelets en or. Je pensais à Maxime dans sa villa, sa montre, son sourire détendu. Je pensais au silence des boîtes mail. Aux portes fermées. Au mois de livraison dans le vent glacial. Et je pensais à $5 000 par mois. À minuit passé, je me levai. J'enfilai ma veste. Je sortis. Je pris le bus. Je regardais les lumières de la ville par la vitre, des lumières qui ressemblaient à des promesses trop éloignées pour être tenues. Quand j'arrivai devant l'immeuble de Monsieur Lorne, je restai dehors quelques minutes. La neige avait cessé. Le ciel était bas et gris. Je levai les yeux vers ce ciel-là et je dis, à voix basse, pour quelqu'un ou pour personne. Pardonne-moi. Puis je sonnai. La porte s'ouvrit. Je rentrai chez moi 6 heures plus tard. Je ne me souviens pas du trajet. Je me souviens d'être assis sur mon lit, encore habillé, les mains posées à plat sur mes genoux, à regarder devant moi sans voir. Je me levai. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain. La lumière fluorescente était crue, sans pitié. Je restais là, devant ce visage, et je le regardais longtemps sans pouvoir mettre un mot sur ce que je voyais. Ce n'était plus tout à fait moi. Ou plutôt, c'était moi, mais quelque chose avait changé, quelque chose d'imperceptible et de total à la fois, comme quand une fissure traverse le mur d'une maison et que la maison ne tombe pas, mais que vous savez qu'elle n'est plus tout à fait la même. Je dis à voix haute, dans la salle de bain silencieuse, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Monsieur B.A. Félicitations. Vous pouvez commencer lundi matin. $5 000 par mois. Bienvenue dans l'équipe. Je raccrochai sans rien dire. Je m'assis par terre dans la salle de bain. Je restai là, le dos contre le mur, jusqu'à ce que la lumière du dehors commence à changer. Les mois passèrent. La vie de Samuel B.A. changea comme les décors changent au théâtre, vite, complètement, et sans que les acteurs bougent vraiment. Je quittai ma chambre d'étudiant pour un appartement au 10e étage avec vue sur le Saint-Laurent. Je remplaçai mes 2 chemises usées par des costumes italiens achetés dans des boutiques où on vous offre du champagne en attendant. Je conduisais maintenant une voiture dont je n'aurais pas osé rêver 2 ans plus tôt. Chaque fin de mois, je virais de l'argent au pays. Mon père appelait, fier, bruyant. Ici, tout le monde te cite en exemple, mon fils. Les voisins demandent à leurs enfants de faire comme toi. Ma mère pleurait doucement au téléphone en disant merci à Dieu. Ma petite sœur avait pu reprendre ses études. Les dettes du terrain étaient remboursées. Je leur avais donné tout ce que j'avais promis. Et moi, j'avais perdu quelque chose qu'on ne peut pas promettre parce qu'on ne sait même pas qu'on le possède avant de ne plus l'avoir. La nuit, je dormais mal. Des réveils soudains à 3 heures du matin, le cœur dans la gorge, sans raison précise.
Je pris l'habitude de me doucher longtemps et des douches trop chaudes, trop longues, qui rougissaient la peau. Je ne me regardais plus dans le miroir en me brossant les dents. Je le regardais juste assez pour vérifier que le masque était bien en place. Le masque était toujours bien en place. Au bureau, mes collègues m'admiraient sincèrement. J'étais rigoureux, efficace, précis. Les dossiers que je rendais n'avaient jamais d'erreur. Les chefs me saluaient dans les couloirs avec ce petit hochement de tête qui signifie « tu comptes ». On m'invitait aux réunions importantes, au déjeuner de direction. « Samuel, tu es un exemple de réussite. » Je souriais. Je remerciais. Je jouais mon rôle. Mais derrière la porte fermée de mon bureau. Parfois, je posais mon stylo et je regardais la ville par la fenêtre. Les voitures en bas, les passants pressés, les arbres du parc au coin de la rue. Et je me demandais si tous ces gens avaient eux aussi un secret qu'ils portaient sous leur costume. Ou si c'était juste moi. Un soir de mars, mon supérieur entra dans mon bureau après 17 heures, quand le reste de l'étage était vide. Je connaissais cette heure-là. Je l'avais appris à reconnaître. Il me dit que j'étais le meilleur élément de l'équipe. Que ma promotion était validée. Que mon salaire allait doubler. Puis il dit le reste. Je me levai. Je dis non. Il haussa un sourcil. Tu perds ton poste. Je regardais autour de moi. Le bureau spacieux, la vue, les dossiers bien rangés. La montre à mon poignet. Et dans ma tête, la voix de mon père, les bracelets en or de ma mère, les dettes du terrain. Je me rassis lentement. Cette nuit-là fut pire que la première. Quand je rentrais chez moi, je ne pleurais pas. Je n'avais plus les larmes pour ça. Je m'assis dans mon salon dans le noir, sans allumer, sans musique, sans rien. Les lumières de la ville entraient par les grandes baies vitrées et se posaient sur le parquet en longues bandes dorées. Je regardais ces bandes de lumière longtemps. Je ne pensais à rien. Ou plutôt, je pensais à tout et ça revenait au même. Le lendemain matin, je mis mon costume. Je montai au bureau. Mes collègues me félicitèrent pour la promotion. Ils me serrèrent la main. Ils sourirent. Je fermai la porte de mon nouveau bureau, plus grand, plus haut dans l'immeuble, meilleure vue. Je m'approchai de la fenêtre. Je regardais la ville en dessous. Et les larmes vinrent. Silencieusement, sans sanglots. Juste cette eau qui sort toute seule quand le corps ne peut plus retenir ce que l'esprit refuse de regarder. Tout le monde m'enviait. Personne ne savait ce que j'avais payé pour être là. Les mois continuèrent. Les promotions continuèrent. Le salaire continua de monter. L'appartement devint plus grand. La voiture devint plus silencieuse. Les costumes devinrent plus ajustés. Et Samuel B.A. continua de mourir tranquillement, à l'intérieur, dans des endroits que personne ne pouvait voir. Je regardais parfois mes photos d'étudiants, ce garçon maigre avec une tasse de café refroidi, les yeux brillants de quelqu'un qui croit encore que le travail suffit. Je le regardais avec une tendresse douloureuse, comme on regarde quelqu'un qu'on a perdu. Il ne savait pas encore, pensais-je. Je continuais d'appeler mes parents. Je continuais de virer l'argent. Mon père continuait d'être fier. Ma mère continuait de pleurer de joie. Et moi je continuais de répondre ça va quand il demandait comment j'allais. Un dimanche soir de novembre, je sortis marcher. La pluie était fine, presque une brume. Les trottoirs brillaient sous les réverbères. Je marchais sans destination, les mains dans les poches, les yeux sur les façades allumées des restaurants. Je m'arrêtai devant la vitrine d'un café universitaire. À l'intérieur, un groupe d'étudiants riait autour d'une grande table couverte de notes et de café renversé. L'un d'eux racontait quelque chose en gesticulant. Les autres riaient. Un autre dormait à moitié sur son sac. Ils n'avaient pas d'argent. Leurs vêtements étaient ordinaires. Ils mangeaient probablement le même sandwich depuis 3 jours. Et ils riaient à plein ventre, librement, sans masque. Je restais dehors sous la pluie fine à les regarder longtemps. Je pensais à ce garçon que j'avais été dans ma chambre de 9 mètres carrés, avec ma tasse de café et ma foi intacte. Je murmurais dans la brume, moi aussi, j'avais ce rire-là. Je rentrais chez moi. Je m'assis à la table de la cuisine. Pas dans le salon, pas devant la grande baille vitrée avec la belle vue, à la table de la cuisine, sous la lumière blanche ordinaire. Je pris une feuille de papier, pas du papier d'imprimante. Une feuille arrachée à un carnet ordinaire. Je pris un stylo. Et j'écrivis une seule phrase.
Réussir sans paix, c'est échouer autrement. Je posais le stylo. Je regardais ces 6 mots longtemps. Puis je pliais la feuille soigneusement en 4, comme on plie quelque chose qu'on veut garder. Je la glissais dans ma poche de poitrine, sur le cœur. Et je restais là, dans le silence de ma cuisine, à écouter la pluie sur la fenêtre. Il n'y avait pas de larmes cette fois. Pas de colère non plus. Juste une clarté froide et nette, la clarté de celui qui voit enfin les choses telles qu'elles sont, sans l'embellissement de l'espoir et sans la distorsion de la honte. J'avais réussi. Objectivement, indiscutablement, j'avais réussi. Mon père avait raison d'être fier. Les chiffres de mon compte en banque ne mentaient pas. La vue depuis mon appartement ne mentait pas. Mais j'avais payé ce succès d'une monnaie qu'on ne voit pas dans les bilans. J'avais payé en morceaux de moi-même, en nuits dont je ne pouvais pas parler, en silence imposé, en oui prononcé par la gorge d'un homme qui pensait le non de toutes ses forces. Et personne, ni mes parents, ni mes collègues, ni les voisins fiers du quartier natal qui citaient mon nom en exemple, personne ne savait ça. Personne ne verrait jamais ça. La vraie question, je me la posais souvent dans le noir. Celle qui n'a pas de bonne réponse. Et si j'avais dit non? Pas une fois ou toujours. Jusqu'au bout. Peut-être que je livrerais encore des pizzas. Peut-être que mon père serait moins fier. Peut-être que les dettes du terrain ne seraient pas remboursées. Peut-être que ma sœur n'aurait pas pu reprendre ses études. Peut-être. Mais peut-être aussi que ce garçon dans le miroir, ce regard que je ne supportais plus, cette fissure dans la façade, peut-être que lui, il serait intact. Je n'avais pas de réponse. Je ne suis pas sûr qu'il en existe une. Ce que je sais, c'est que le succès est réel. Et que le prix que j'ai payé est réel. Et que ces deux réalités vivent ensemble dans la même poitrine, dans la même vie, sans pouvoir s'annuler l'une l'autre. Je voulais juste réussir honnêtement. C'était tout. Ce n'était pas une demande extravagante. C'était la promesse que le monde fait à ceux qui travaillent, la grande promesse, celle qu'on grave dans les discours, dans les livres, dans les paroles des parents qui se lèvent avant l'aube. Travaille. Mérite. Et la vie t'ouvrira ses portes. Peut-être que cette promesse est vraie quelque part. Peut-être qu'elle est vraie pour certains, dans certaines conditions, dans certains corps, avec certains noms. Moi, j'ai juste appris qu'entre la promesse et la réalité, il y a un espace. Et que dans cet espace-là, des hommes attendent, patients que d'autres s'y perdent. Si tu regardes cette vidéo et que tu traverses quelque chose de similaire, si on te demande de payer un prix que tu ne devrais pas payer, si on te fait croire que ta dignité est négociable, si quelqu'un te dit que c'est comme ça que ça marche, que tout le monde le fait, que tu n'as pas le choix. Je veux juste te dire une chose. Tu as le choix. Même quand tout semble fermé. Même quand la pression vient de ceux que tu aimes. Même quand tu es seul à 3 heures du matin dans une ville froide et que personne ne comprend ce que tu vis. Tu as le choix. Et ce choix-là, celui de rester debout dans ce qu'on est, personne ne peut te l'enlever. Même si ça coûte. Même si ça prend plus longtemps. Même si les gens autour ne le voient pas. Toi, tu le sais. Et ça compte. Le vrai succès n'est pas ce que le monde peut voir. C'est ce que tu peux encore te regarder faire dans le miroir. Si cette histoire t'a touché, c'est qu'elle parlait aussi un peu de toi. N'oublie jamais, ta dignité n'a pas de prix, même quand le monde essaie de lui en donner un. Si tu crois que le vrai succès commence à l'intérieur, alors reste avec moi. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires qui éveillent l'esprit et réveillent les consciences. Ici, on ne raconte pas seulement des histoires, on révèle des vérités. Abonne-toi, partage, et fais partie de ceux qui choisissent de rester debout.